capitaux par rapport à la capacité d'absorption de l'économie réelle. Et donc, une fuite en avant de l'argent. Cet argent peut, du jour au lendemain, fuir du pays, ce qui est arrivé en Indonésie, par exemple. Et on a des villes fantômes, des immeubles qui ne sont pas finis, des ports qui ne sont pas finis, et l'argent qui est parti ailleurs, et la Chine et l'Argentine qui ne peuvent plus rien acheter nulle part. Donc, l'ordre économique mondial est à revoir complètement. Okay. Donc, on a fini la première partie des questions politiques. Ce qui m'a étonné, c'est que dans les questions politiques, on a abordé beaucoup les questions économiques, ce qui nous fait penser que pratiquement c'est l'économique qui gouverne, ce n'est pas le politique. Par exemple, si je prenais juste la guerre au Moyen-Orient, il a été dit clairement que c'était à cause du pétrole. Donc c'est l'aspect économique qui fait fonctionner tout. Le politique n'est là que pour justifier, j'allais dire, à la masse, au public, les décisions économiques qui sont prises par les gens qui ont les autorités, soit par exemple les gens des finances, les gens de l'armement, tous les lobbies là qui prennent des décisions. Et le politique, j'ai comme l'impression qu'Obama ou autre, il est là juste pour justifier ces décisions. Donc on va aller à la deuxième partie des questions qui sont de votre ressort, qui sont l'économie. On va parler juste de l'économie. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que vous parlez tout le temps des crises, des cycles de crise économique. On peut aller à la dépression des années 30, on peut aller à la guerre, l'économie de guerre des années 40, les années 50, les années 80, les années 74, j'avais oublié avec la crise du pétrole, 4 fois le prix, etc. Jusqu'aux crises actuelles avec les banques, un petit peu dans le monde. Donc c'est des cycles chroniques qui reviennent, mais maintenant, ces cycles de bifurcation, est-ce qu'on est arrivé au chaos? Ça veut dire, ça y est, c'est maintenant... on est dans un lieu qu'on appelle, dans la complexité du chaos, on appelle la lisière du chaos. La lisière du chaos, c'est quoi? Vous avez deux solutions seulement. Ou bien vous avez donc une extinction, si vous ne faites rien, c'est le problème de l'entropie qui augmente, le désordre, tu ne fais rien, ça va aller vers plus de désordre à l'explosion. La deuxième chose, c'est la mutation, si tu veux survivre. Et comme ça, dans l'extinction, par exemple, la théorie des espèces, etc., à un certain moment, on a l'évolution, puis tu as une mutation, une extinction d'une espèce. Est-ce qu'on est dans ce lieu maintenant de bifurcation où il faut prendre des décisions de muter, sinon on va aller à l'extinction? Je souris que vous me posez cette question parce que dans mon avant-dernier livre, La stratégie de l'autruche, j'ai tout un chapitre justement là-dessus, les liens entre les lois, pas les lois, la théorie du chaos, les lois de la thermodynamique, l'entropie, etc., et l'avenir de l'économie. Mais c'est clair que l'économie est complètement en contradiction avec les lois de la thermodynamique. Et tout ça ne peut venir que vers cette ligne de bifurcation dans laquelle on est déjà, où on sombre dans le chaos définitivement, où on change d'ordre. Mais le problème qui se pose, c'est que s'il y a changement d'ordre, s'il y a mutation, est-ce que cet ordre nouveau va inclure l'être humain, on va l'éliminer? C'est ça, parce que la Terre, elle va faire ses 5 milliards d'années avec ou sans nous. Voilà. C'est ça le problème. Alors, pourquoi est-ce que l'économique fonctionne contre les lois de la thermodynamique? C'est un peu difficile peut-être à expliquer, mais je vais essayer d'aller au plus simple. C'est que, en thermodynamique, en théorie des chaos, on sait aussi, l'équifidalité, l'état le plus probable, c'est l'état actuel, la prévision. L'économie se présente comme la science de la prévision. Or, la théorie du chaos nous enseigne qu'à condition initiale égale, on peut avoir n'importe quel résultat. Exactement. Alors que l'économie prétend que si on fait tel et tel acte économique, on va aboutir à un taux de croissance de tant pour cent. Par rapport à la théorie des chaos et de la physique, c'est complètement fou. Ça n'a aucun sens. Bon. Maintenant, l'autre chose qui n'a aucun sens, c'est ce qu'on appelle le profit. Le profit est un surplus d'argent qu'on prétend créer. On dit on crée de la richesse. Alors, ce profit, il vient d'où? Si on regarde vraiment si on regarde ça d'un autre œil, disons avec un œil physique, thermodynamique, d'énergie. Eh bien, en économie, on sait que on imprime
aucune unité monétaire dans le monde, sinon d'abord et avant tout pour payer le travail de quelqu'un. D'accord? Ce capital, qu'on appelle dans certaines théories économiques le capital circulant, donc ce capital qui sert à alimenter l'économie, à la faire marcher, ce capital vient forcément du travail de quelqu'un quelque part. Donc, si moi je fabrique ça, je fabrique 10 $, je le vends 20 ou 30 $, je fais 10-15 $ de bénéfices, et je dis je crée ce profit. Mais ce profit, je ne l'ai pas créé, c'est celui qui a acheté ça 20 $, il l'a acheté parce qu'il a travaillé quelque part. Donc, le 20 $ qu'il a gagné pour acheter ça, que moi j'ai fabriqué pour 5 $, il vient d'un travail qu'il a fourni. Et en physique, on sait que le travail, c'est l'équivalent d'une quantité d'énergie. Et quand on fournit un travail, en physique, en thermodynamique, on le sait, on a une quantité de chaleur qui est définitivement perdue. Ce qui fait partie de l'entropie dont on parlait tout à l'heure. Le désordre, parce que la quantité d'énergie étant constante dans l'univers, on ne peut que diminuer la quantité d'énergie utile, transformer en énergie inutile définitivement, et c'est irréversible. Alors mon problème là-dedans, c'est, je pose la question, d'où vient cette quantité d'argent qu'on appelle le profit? Or, on vient de faire la démonstration que l'argent, c'est du travail fourni. Du travail fourni, c'est de l'énergie. Donc, la quantité d'argent que j'appelle profit, c'est de l'énergie qui vient de quelque part. Or, on ne sait pas fabriquer d'énergie. Donc, on ne peut pas fabriquer le profit. Alors, ce profit, c'est une quantité d'énergie qui vient de quelque part, mais d'où? Alors, d'où ça vient? Ça vient du fait qu'on pollue la nature. Polluer la nature, c'est hausser l'entropie de la nature, abaisser l'entropie de la finance. C'est le chômage, c'est la pauvreté, c'est la criminalité, c'est les maladies, c'est les guerres, c'est la misère du tiers-monde. Alors, tout ça, ça se compense. Et c'est là que, personnellement, je vois un rapport entre les théories du chaos, la complexité, la thermodynamique, la physique, la mécanique quantique et l'économique, c'est qu'elles sont complètement en contradiction. La thermodynamique, les théories de la complexité, la physique disent on ne peut pas créer d'énergie et on ne peut pas transformer de l'énergie inutile en énergie utile, on ne sait pas faire ça. L'économie dit, et l'économique ajoute, la physique ajoute, quand on fournit un travail, on détruit, on perd quelque chose, on perd de l'énergie. Et l'économie dit, quand on fournit un travail, on crée de la richesse. Alors qui a tort, qui a raison? C'est évident que c'est la physique qui a raison. Alors voilà pourquoi on est arrivé au bout du rouleau de ce phénomène. Juste une petite différence, disons, entre la physique, les concepts de physique et les concepts de sciences humaines, c'est que plus ou moins, on n'a pas de problème en physique parce qu'on sait maîtriser le comportement d'un atome et ses interactions avec les autres. Puis c'est dans le gaz de Boltzmann, par exemple, pour faire de l'énergie un petit peu moyenne, on va faire la théorie des grands nombres et on va dire que tous les atomes se comportent de la même façon. Mais en sciences sociales, l'être humain, imprévisible, on ne sait pas comment on se comporte, etc. Maintenant, je reviens, je ne suis pas économiste, donc je donne un regard de quelqu'un de l'extérieur de l'économie. Ce qui m'a toujours sidéré dans l'économie, c'est un petit peu sa complexité, le nombre de paramètres qu'il y a et toutes des incertitudes. Je me demande comment on fait pour équilibrer tout ça. Ça m'a toujours étonné. Bon, je sais qu'on discute beaucoup, on parle beaucoup, mais en tant que mathématicien, j'adore les équations. Ça me rassure, les quantités, les lois, etc. Et là, je suis perdu. Dans la complexité, je me dis comment ils vont faire pour résoudre un équilibrium entre des paramètres incertains. J'en ai énuméré quelques-uns rapidement. Comment équilibrer entre la production, la consommation, le marché, les coûts, la distribution du revenu, l'emploi et l'inflation, la productivité et la croissance, la propriété privée et publique, les dettes et les déficits, l'énergie, les problèmes d'énergie qu'on va faire entrer, les coûts et la compétitivité, les fins et les moyens, les marchés internes et leur interaction avec le marché externe, le revenu national et la politique fiscale, la monnaie et la banque. C'est très confus pour m'en sortir. Alors ma question est, je me demande si c'est une science, bon, on sait que c'est pas exact, ça appartient aux sciences sociales, mais je me pose une question sur, parce que pour moi une science, d'après
Kuhn qui définissent que c'est que le paradigme scientifique, on doit faire des prédictions. C'est comme ça qu'on en veut à la psychanalyse, on ne fait pas des prédictions. Alors, j'ai l'impression que je suis devant les lois sur les volcans, on ne sait pas quand est-ce qu'ils viennent, la météo, on ne peut pas prévoir, des choses comme ça. Alors, ma question, comment comprendre, prédire et contrôler le caractère aléatoire déjà d'une personne humaine, qu'est-ce qu'il veut dans le marché, et puis en interaction avec des millions de personnes, maintenant, global. Alors, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion? Personne qui contrôle en réalité. Pourtant, les économistes ou surtout les politiciens, quand ils viennent, ils sont rassurés, ils donnent une assurance comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette science? Est-ce qu'on peut saisir un petit peu son comportement? Écoutez, il faut d'abord comprendre que contrairement à la physique et à la biologie, l'économie n'est pas une science. Bon. Une science peut prédire les comportements de son objet, le vivant non conscient, hein, pour la biologie. L'être humain vivant conscient est totalement imprévisible. Et ici, il y a, par exemple, le fameux paradoxe de Poincaré, le paradoxe de trois corps. Hein. Ouais. Si on veut connaître la position du Soleil par rapport à la Lune dans 500 000 ans, par rapport à la Terre, on peut le faire sans problème avec les distances, les masses, périgée, apogée, l'orbite, la formule de Newton, si le monde reste newtonien. Si l'univers n'est plus newtonien, ça ne marche plus. Mais si on veut connaître la position du Soleil par rapport à la Terre, tenant compte de l'influence de la Lune sur la Terre, c'est impossible parce qu'on n'a que des équations différentielles non convergentes. Donc zéro solution. Alors ça, c'est trois corps. C'est ce qu'on appelle l'entrecroisement des déterminismes. Les déterminismes qui s'entrecroisent, qui agissent ensemble, en boucle multiple, etc. C'est ça la complexité de l'être humain. Voilà. Alors, donc, ça c'est trois corps. Imaginez un être humain. Un être humain, il est déterminé par comment il s'est réveillé le matin, comment il a dormi la veille, comment sa femme lui a souri, il n'a pas souri, si son enfant est malade, comment le chauffeur d'autobus l'a accueilli, combien de temps il a attendu l'autobus. Donc, alors, comme tout cela est extrêmement complexe, vous avez bien dit, c'est totalement imprévisible parce que le fameux ceteris paribus, tout égal par ailleurs, n'existe pas en économie. Ce n'est pas possible. Même en physique, on le sait. On ne peut avoir de toute chose égale par ailleurs pour contrôler les variables dont on parle, pour en faire la prédiction du comportement, le plan incliné par exemple. Pour le plan incliné, il faut contrôler la pression atmosphérique, il faut contrôler la température, il faut contrôler l'inclinaison du plan, le poids de la masse, et bon, on peut prévoir l'accélération de cette masse autant de fois qu'on l'a fait tomber sur ce plan. Mais en économie, qu'est-ce qu'on peut contrôler? Rien. Alors qu'est-ce qu'on fait en économie pour s'en sortir? On fait des hypothèses, mon cher ami. D'accord? Alors il y a une blague qui résume très bien ce caractère non scientifique de l'économie. C'est un physicien, un chimiste et un économiste qui sont perdus, ils font de la randonnée dans les bois, etc. Et puis ils ont une boîte de sardines qui leur reste, mais ils n'ont pas d'ouvre-boîte. Alors le physicien, il cherche des moyens physiques pour ouvrir la boîte, quelque chose pour, je sais pas, pour compresser, faire exploser, il cherche. Le chimiste cherche des moyens corrosifs, quelque chose d'acide, d'alcalin, je sais pas quoi, pour corroder la boîte et l'ouvrir. Et l'économiste, qu'est-ce qu'il dit? Supposons la boîte ouverte. Alors ça, on fait des hypothèses. Première hypothèse, concurrence libre et parfaite. Deuxième hypothèse, substituabilité absolue de tous les produits et services. Troisième hypothèse, information totale et parfaite. Quatrième hypothèse, nullité des erreurs résiduelles. Cinquième hypothèse, indépendance des variables indépendantes entre elles, etc., etc. Alors, avec toutes ces hypothèses, vous pouvez construire toutes les théories que vous voulez. Alors, voilà comment la dite science économique arrive à se maintenir comme soi-disant une science, parce qu'elle fait des hypothèses qui l'arrangent. Et à partir de ces hypothèses, elle construit des modèles qui aboutissent à la prévision de la croissance, prévision des taux d'inflation, prévision des équilibres de marché, etc., etc. Bon.
Alors, il n'y a aucune solution mathématique vraiment à toutes ces variables que vous avez énumérées. L'équilibre de marché, par exemple, passer de la valeur d'usage à la valeur marchande, la valeur d'échange et au prix. C'est d'une complexité inouïe. Mais on a inventé des fictions mathématiques, par exemple. On peut y arriver si on a autant d'inconnus que d'équations. Bon. Mais on a une infinité d'équations. Parce que l'équilibre du marché, c'est l'équilibre simultané de tous les marchés qui fait les prix, parce que tous les prix, toutes les valeurs, tous les prix sont reliés directement ou indirectement les uns les autres. Le prix du travail de celui qui va extraire le sable pour faire le verre va influencer le prix du verre à Tokyo, alors que le sable est extrait, la silicone sont extraites dans la plage d'Alger, etc. Le prix de la saucisse ou de merguez que va manger l'ouvrier la veille, ou le repas que lui paye l'entrepreneur qui l'emploie, va influencer le salaire qu'il paye, qui va influencer le prix du verre. Donc, c'est d'une complexité inouïe. Alors, on va chercher, donc on dit, mais c'est purement théorique. On a une solution à ce problème si on trouve l'équation de la valeur des saucisses, de la valeur des fers à repasser, des voitures, des porte-avions, des maisons, des patins à roulettes, du café, du cacao, du ceci, cela. On met toutes ces équations dans un système, une équation, une inconnue par équation, on fait la résolution du système d'équations et on a l'équilibre. Ça ne marche pas. Même Dieu, subhanahu, il ne peut pas faire ça. Alors voilà comment on contourne le problème, en fait. Ce qui m'a frappé quand vous parlez d'hypothèses, en réalité, les sciences exactes aussi font des hypothèses, et à un certain moment, on avait pensé que les sciences exactes étaient complètes et n'avaient besoin de rien de l'extérieur. Puis il y a eu un fameux théorème, celui de l'incomplétude de Gödel, et Prigogine en parle, etc. Et ce théorème, il a un petit peu bouleversé le monde des sciences exactes, parce qu'il a prouvé pour la première fois en mathématiques que les mathématiques sont incomplètes. Alors que d'autres, dans la théorie des ensembles, par exemple, tout le mouvement de Bourbaki en France, etc., pensaient qu'elles étaient complètes en elles-mêmes, elles n'avaient pas besoin. Or, il a démontré qu'on ne pouvait pas démontrer les hypothèses. On fait tous des hypothèses au début. Donc, c'est une lacune aussi. Ils créent là. Donc, ils ne sont pas aussi exacts qu'en est-il. Maintenant, revenons à... Oui, mais au moins, ils le savent. C'est ça le problème, c'est que oui. La complémentarité, la multicomplémentarité, le principe d'incertitude, tout ça, d'indétermination.